Bonjour à tous et bienvenue pour ce web séminaire ayant pour thème les entretiens professionnels et d'évaluation. Nous serons ensemble pendant environ 45 minutes à 1 heure. Bien entendu, vous pourrez tout au long de cette présentation nous écrire via le chat que vous verrez sur la droite et nous ouvrirons les micros en fin de séance. Vous pourrez en profiter pour poser vos questions si vous en avez à l'oral. Ce séminaire est animé par Patrick Chitecat, avocat spécialiste en droit du travail du cabinet Fidal, et moi-même, Philippe Guy, directeur commercial IVLM. Je vous propose tout d'abord une brève présentation de IVLM. Petit problème technique de son, désolé. Écoutez, je vais prendre juste sur notre équipe de 50 collaborateurs qui vous accompagnent aussi bien pour l'installation, le paramétrage et la formation, et bien entendu la hotline des solutions de gestion. Aujourd'hui, ce sont plus de 1000 sociétés qui nous font confiance, ce qui nous permet de faire un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros à l'année. Les solutions proposées sont celles des deux principaux éditeurs, Sage et Cegid. Nous sommes également éditeurs, ce qui nous permet de vous proposer des solutions d'affichage dynamique et surtout de digitalisation de bulletins de paye, factures entrantes, sortantes, notes de frais, outils de relance, portail RH. Et justement, en parlant de portail RH, cela nous ramène à notre sujet du jour, à savoir la gestion des entretiens professionnels. Je passe donc la parole à Maître Chitecat qui va nous faire profiter de ses connaissances à ce sujet. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, oui, c'est avec plaisir que je vais vous faire part d'un certain nombre d'observations par rapport au sujet qui va nous occuper ce jour, à savoir les entretiens professionnels et d'évaluation. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, j'ai trouvé intéressant de resituer un petit peu le sujet dans un contexte plus général, en indiquant que le droit du travail, puisque c'est ce qui va nous occuper et nous apporter, l'entretien est une notion qu'on peut qualifier de plurale en réalité. Donc, dans la matière du droit du travail, l'entretien correspond à une étape qui conviendrait de respecter avec la plus grande attention et le plus grand soin dans un grand nombre de situations et de domaines très divers. Alors, si on devait en citer quelques-uns, il peut s'agir par exemple des entretiens préalables, que vous connaissez bien entendu, préalables puisqu'avant licenciement, par exemple, avant rupture conventionnelle ou avant sanction disciplinaire. On peut aussi évoquer le sujet des entretiens avant embauche, cette fois à l'occasion desquels il est nécessaire de prendre en compte un certain nombre de principes que sont l'égalité de traitement et la non-discrimination. On a également la possibilité de citer à ce sujet toujours cette notion d'entretien plural, les entretiens qui doivent être respectés sous peine de sanction en matière de forfait en jour, par exemple, lorsque le salarié concerné évoque des difficultés pour accomplir ses missions dans de bonnes conditions, ou pour favoriser une bonne ou une meilleure conciliation vie professionnelle, vie personnelle, ou encore l'entretien qui doit nécessairement porter sur les conditions d'activité du télétravailleur et sur sa charge de travail. C'est un sujet qu'on avait pu évoquer à l'occasion de ma dernière intervention il y a quelques semaines dans le cadre d'un webinaire concernant justement le télétravail. Donc chacun de ces différents types d'entretiens serait susceptible de faire l'objet de nombreux développements, puisqu'on a toute une série de dispositions du Code du travail qui en fixent le régime juridique. Dans le cadre de cette intervention, donc, il a été choisi d'évoquer plus spécifiquement deux types d'entretiens. D'abord, l'entretien professionnel biennal, tous les 2 ans, accompagné de l'état des lieux qui doit être mené tous les 6 ans, qui est prévu aux articles
L6315-1 et suivant du Code du travail. Donc, entretien professionnel et ensuite l'entretien annuel en matière d'évaluation professionnelle qui lui est prévu aux articles L1222-2 et suivant du Code du travail. Étant donné, encore une fois, les enjeux tout à fait significatifs attachés à ces deux types d'entretien. Donc, pour tenir compte du programme que l'on s'est fixé, on va d'abord traiter de l'entretien professionnel biennal et de l'état des lieux à opérer tous les 6 ans dont le régime juridique est fixé notamment aux articles L6315-1 et suivant du Code du travail. Alors, on va d'abord évoquer le sujet des principes qui sont applicables dans ce domaine. Avant d'aborder les sanctions, ce serait dommage de ne pas évoquer les sanctions, c'est toujours intéressant de rappeler qu'il y a des sanctions à un certain nombre de principes qui ne sont pas respectés. En l'occurrence, il y en a, mais d'une certaine nature. Donc, les principes applicables en matière d'entretien professionnel biennal et d'état des lieux tous les 6 ans. L'employeur doit faire bénéficier, c'est le principe, je me répète, chaque salarié tous les 2 ans, apprécié de date à date, d'un entretien professionnel distinct de l'entretien d'évaluation, hein, d'où le schéma directeur qui va nous occuper avec l'entretien d'évaluation qui fera l'objet de la deuxième partie de mon intervention. Le salarié est informé de ce droit dès son embauche, ça c'est un point important. L'entretien, il est consacré à quoi? Quel est son but? Quel est son objectif? Examen des perspectives d'évolution, notamment en termes de qualification et d'emploi, et il comporte des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, l'activation du compte personnel de formation, le CPF, et les amendements de l'employeur éventuellement à ce compte. D'accord? Donc, tous les 2 ans, donc, perspective d'évolution. L'entretien professionnel doit également être systématiquement proposé aux salariés à son retour après un certain nombre d'absences. On peut citer par exemple le congé maternité, adoption, le congé parental d'éducation, de proches aidants, le congé sabbatique, ou alors en cas d'arrêt longue maladie. Dans ces conditions et dans ces situations, après une absence relativement significative ou juste avant le retour dans l'entreprise, après une absence de ce ordre-là, l'entretien peut avoir lieu à l'initiative du salarié avant la reprise du poste. Et pour certains congés, proches aidants, notamment solidarité familiale, l'entretien doit aussi avoir lieu avant le départ du salarié. Donc ça, c'est l'entretien biennal, donc tous les 2 ans. Et tous les 6 ans de présence dans l'entreprise, si la durée est appréciée par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, l'entretien dresse cette fois un état des lieux, c'est comme ça qu'on le qualifie, un état des lieux, récapitulant le parcours professionnel de l'intéressé. Lors de cet état des lieux, donc tous les 6 ans, d'accord, on a 2 périodicités différentes, il s'agit de vérifier que le salarié a bénéficié de tous les entretiens auxquels il avait droit et suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou une validation des acquis de l'expérience et progresser au plan salarié ou professionnel. Ça, c'est l'objectif donc de cet entretien d'étape, de cet état des lieux tous les 6 ans, qui a donc pour objet, si je devais le reformuler, de faire un bilan du parcours professionnel de l'intéressé, c'est ça l'objectif. Et l'état des lieux permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels, biennaux, et s'il a suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une VAE, validation des acquis de l'expérience, et bénéficier d'une progression salariale ou professionnelle. D'accord? Donc ça, c'est l'objectif affiché de cet état des lieux, de cet entretien d'étape tous les 6 ans. Alors, une petite précision qui peut revêtir son importance en fonction du champ conventionnel qui est le vôtre, c'est qu'un accord collectif d'entreprise ou à défaut de branche peut définir un cadre des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du CPF des salariés. Il peut aussi prévoir des modalités d'appréciation du parcours professionnel et une périodicité des entretiens professionnels, c'est là que c'est important à souligner, différentes de celles prévues par la loi. La modification de la périodicité s'appliquant à l'ensemble du cycle d'entretien en cours et pour les suivants. Autrement dit, là encore, si je devais le reformuler, un accord d'entreprise ou à défaut de branche peut prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel que les 3 mesures analysées en entretien de bilan. Ce dont j'ai parlé il y a une minute, c'est-à-dire la formation, la validation des acquis de l'expérience, la VAE, et la progression salariale ou professionnelle. Et cet accord d'entreprise ou cet accord de branche peut aussi prévoir une périodicité des entretiens différente des 2 ans. Des 2 ans, pas des 6 ans. Les 6 ans, ça ne peut pas bouger. Par contre, par accord d'entreprise ou de branche, on peut modifier la périodicité des entretiens, qui du coup peuvent être différents d'entretiens biennaux. D'accord? Donc, toujours regarder par acquis de conscience, éventuellement la convention collective qui pourrait amener
a des définitions de périodicité un petit peu différentes que celles qui sont fournies par les dispositions légales. Chaque entretien donne lieu, c'est important en termes de formalisation et de preuve, à un compte-rendu écrit avec copie remise aux salariés. Pour les salariés en télétravail, l'entretien peut se dérouler en visioconférence. D'accord? Ce sont des petites précisions d'importance. Donc voilà ce que je peux dire de manière assez synthétique des principes. Hein. On a évoqué les principales thématiques qui doivent être évoquées, qui doivent être traitées dans le cadre de cet entretien biennal et dans cet état des lieux tous les 6 ans. On va dire un mot des sanctions hein, qui sont prévues par les textes dans ce domaine des entretiens professionnels. Donc c'est l'article, hein, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mais je le redis, c'est l'article L6315-1 du Code du travail qui résulte de la loi du 5 mars 2014, hein, qui prévoit cette obligation de faire bénéficier le salarié tous les 2 ans d'un tel entretien professionnel, et par dérogation, vous l'avez compris, hein, systématiquement, à l'issue de certains congés. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein, je vous ai rappelé tout à l'heure les congés maternité, les congés parentaux d'éducation. C'est des situations, il ne faut surtout pas omettre de faire passer les entretiens professionnels. Par exemple, si vous voulez vous inscrire dans une procédure de rupture conventionnelle, je vous le dis en aparté, comme ça, c'est une petite dérivation, mais si vous devez par exemple envisager de faire une rupture conventionnelle avec un salarié qui revient de congé maternité, c'est possible, hein, il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là, mais il ne faut pas oublier de faire 2 choses au préalable avant d'engager votre process de rupture conventionnelle. Il faut faire la visite médicale de reprise obligatoire, ça c'est une première chose, et il faut aussi faire cet entretien professionnel obligatoire, puisqu'il est prévu par les textes que l'on doit faire un entretien professionnel à l'issue notamment d'un congé maternité. Donc si vous engagez une procédure de rupture conventionnelle sans avoir respecté ces 2 étapes préalables obligatoires, la rupture conventionnelle pourrait être considérée comme nulle. Donc c'est vraiment des choses c'est des situations auxquelles il faut être vraiment extrêmement attentif. Donc je vous l'ai dit, mais je le redis, tous les 6 ans, cet entretien doit faire l'objet d'un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Donc concrètement, en fait, et je vais revenir à la notion de sanction, en application des règles que je viens d'évoquer, pour les salariés embauchés avant le 7 mars 2014, en fait, chronologiquement parlant, le premier entretien biannuel devait avoir lieu avant le 7 mars 2016. Et l'entretien d'état des lieux devait avoir lieu avant le 7 mars 2020. D'accord? Et pour les salariés embauchés après le 7 mars 2014, le premier entretien biannuel devait avoir lieu au maximum 2 ans après leur entrée dans l'entreprise et l'entretien d'état des lieux 6 ans après leur entrée dans l'entreprise. Alors, je ne reviendrai pas sur la pandémie que l'on a tous eu à supporter, à subir, à vivre. Et dans ce domaine-là, comme dans bien d'autres, le législateur a tenu compte des difficultés induites hein, par la pandémie pour respecter un certain nombre de contraintes, et ça a été le cas en matière d'entretien biennal et d'état des lieux. Donc en fait, un délai a été accordé aux employeurs pour réaliser ces entretiens, par diverses dispositions sur lesquelles je ne reviens pas, essentiellement par voie d'ordonnance en fait. Du coup, concrètement, pour les entretiens biannuels, les employeurs avaient jusqu'au 30 juin 2021 pour rattraper les entretiens qui auraient dû être faits durant la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021. Et pour les entretiens récapitulatifs, les employeurs avaient jusqu'au 30 septembre 2021 pour rattraper les entretiens qui auraient dû être faits durant la période du 7 mars au 30 septembre 2021. D'accord? Donc on a des dispositions particulières qui ont été prévues pour tenir compte des difficultés induites par la pandémie en matière d'entretien biannuel et d'entretien récapitulatif tous les 6 ans. Alors en cas de non-respect de l'obligation de réaliser les entretiens en retard au plus tard le 30 septembre 2021, l'employeur de plus de 50 salariés, j'insiste là-dessus, je vais y revenir, devait abonder le compte personnel de formation de salariés. Cet abondement devait être opéré au plus tard le 31 mars 2022. À défaut de versement spontané de l'abondement, c'est 3 000 €. En cas de contrôle, l'abondement peut être majoré de 100%. C'est-à-dire qu'on peut passer de 3 000 à 6 000 €. On a des sanctions qui sont tout de même relativement significatives. Donc, c'est l'article, c'est toujours cet article, c'est pas le même article que celui que je vous ai indiqué tout à l'heure, hein, puisque c'est l'article L6315-1 qui fixe le régime juridique des sanctions, mais c'est l'article L6323-13 du Code du travail qui prévoit donc spécifiquement que ce sont les entreprises d'au moins 50 salariés qui doivent abonder, dans les conditions que j'ai évoquées à l'instant, le compte personnel des salariés concernés qui n'auraient pas fait l'objet des entretiens dans les conditions dont je viens de traiter. Alors, abonder le compte personnel des formations des salariés, ça se fait via la Caisse des dépôts et consignations, et les démarches qu'il faut opérer en ce sens
s'effectue via l'espace des employeurs et des financeurs, ce qu'on appelle l'EDEF, pas les DF, hein, l'EDEF du site moncompteformation.gouv.fr. Donc, pour synthétiser, là encore, pour reformuler mon propos en matière de sanctions, hein, après avoir évoqué les principes applicables dans le domaine des entretiens professionnels, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours des 6 années écoulées, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle nécessaire à l'exercice d'une activité ou d'une fonction, son CPF doit être abondé. D'accord? Donc, l'obligation d'effectuer un entretien tous les 2 ans et un entretien récapitulatif tous les 6 ans s'applique, j'insiste bien là-dessus, à tous les employeurs. Ça concerne tous les employeurs, cette obligation d'entretien biennaux et d'état récapitulatif tous les 6 ans. Tous. Par contre, la sanction du non-respect des obligations ne s'applique qu'aux employeurs dont l'effectif atteint au moins 50 salariés durant 5 années civiles consécutives. Donc, là encore, pour reformuler, pour savoir si un abondement correctif doit être versé, on doit respecter plusieurs étapes. Ce n'est pas forcément d'une simplicité biblique, mais bon, c'est intéressant de le redire comme ça. Il faut se placer d'abord 6 années après l'entrée en vigueur de la disposition qui prévoit cet amendement correctif pour les salariés déjà dans l'entreprise, et par la suite, à la 6e année suivant la date à laquelle a eu lieu ou aurait dû avoir lieu l'entretien récapitulatif, ou à partir de l'embauche du salarié pour les salariés entrés dans l'entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition. À cette date, il faut regarder si l'effectif de l'entreprise a atteint au moins 50 salariés durant les 5 années civiles consécutives. Si c'est le cas, l'employeur est susceptible de devoir verser un abondement correctif. Dans le dernier cas, dans ce cas, il faut alors regarder si les entretiens ont bien eu lieu au cours de ces 6 années. Et à défaut, si ça n'a pas été le cas, l'employeur doit abonder le compte spontanément, ou prendre le risque d'un abondement qui serait doublé en cas de contrôle. Donc on a des enjeux qui sont relativement significatifs en matière de sanctions, je me répète bien, pour les entreprises de plus de 50 salariés, alors que tous les employeurs sont concernés par l'obligation de faire suivre les entretiens biennaux et les entretiens, les états des lieux tous les 6 ans. D'accord? Alors, si j'osais, je ferais un petit résumé, en fait, hein, de mon propos sur les entretiens professionnels, avant de venir au sujet des entretiens, de l'entretien d'évaluation. Donc, pour synthétiser tout ça, l'objet de l'entretien, c'est d'élaborer le projet professionnel du salarié. Et l'entretien, pour ce faire, dans ce but, il est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié et aux actions à mettre en œuvre pour maintenir son employabilité. Je vais revenir sur cette notion de maintien de l'employabilité des salariés en guise de conclusion à mon propos. Donc voilà l'objectif. Donc on n'est pas sur une question, vous l'avez compris, hein, d'évaluation, hein, comme ce sera le cas, par définition, porte son nom, hein, le cas de l'entretien d'évaluation. On est sur une notion de perspective, de définir des perspectives d'évolution professionnelle. D'accord? C'est ça le but de l'entretien professionnel. Si on devait résumer ces quelques caractéristiques principales, c'est donc un entretien périodique obligatoire pour tous les salariés de l'entreprise. Et les nouveaux embauchés doivent être informés individuellement qu'ils bénéficieront de cet entretien lors de leur embauche. Également, et je vous l'ai indiqué tout à l'heure, en prenant l'exemple de la rupture conventionnelle par rapport à un retour, par exemple, de congé maternité, l'entretien doit systématiquement être proposé au retour de certains congés, c'est-à-dire à l'issue, alors de manière non exhaustive, hein, d'un congé maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'un congé de proche aidant, etc. D'accord? Suite à une longue absence, le Code du travail prévoit la possibilité qui est donnée aux salariés de demander à bénéficier de l'entretien professionnel avant sa reprise de poste effective. C'est possible. Alors, les modalités de l'entretien, là encore pour les synthétiser. Vous l'avez compris, c'est un entretien professionnel périodique qui doit se dérouler avec l'employeur tous les 2 ans. Alors, sauf accord collectif prévoyant une périodicité différente, c'est possible pour ce qui est de l'entretien biennal. Donc, un accord collectif ou une convention collective de branche peut définir une périodicité différente de celle qui est prévue par la loi en matière d'entretien biennal. Lors de cet entretien, l'employeur doit donner aux salariés des informations sur ses perspectives d'évolution professionnelle. C'est ça l'objectif. Sur la VAE, sur éventuellement l'activation de son CPF, sur les amendements qu'il est susceptible de financer, notamment.
Donc, tous les 2 ans et tous les 6 ans, on a donc un entretien d'état des lieux. Cette périodicité, cette fois-ci, n'est pas négociable par accord, j'insiste bien là-dessus. Donc, cet entretien tous les 6 ans, cet entretien d'étape, fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié et il permet de vérifier en fait quoi? Que le collaborateur a bien bénéficié au cours de cette période de tous les entretiens professionnels auxquels il avait droit et d'apprécier s'il a suivi au moins une action de formation, une certification par la formation professionnelle, ou par une VAE ou une progression professionnelle ou salariale. À défaut, si tout cela n'est pas respecté, le CPF du salarié est abondé. Et je rappelle, je l'ai évoqué brièvement au cours de mes explications, que l'entretien donne lieu obligatoirement à la rédaction d'un document écrit dont une copie est remise au salarié. D'accord? Ça, c'est très important en termes de preuve. Il faut formaliser ceci. Les sanctions, pour en terminer là-dessus, sur le sujet de l'entretien professionnel, on a donc un abondement correctif dans les entreprises de 50 salariés et plus qui ne respectent pas leurs obligations en matière d'entretien professionnel. Ça veut dire non-respect de la périodicité de 2 ans ou défaut d'entretien au retour d'une longue absence, absence de formation non obligatoire, c'est-à-dire autre que celle liée à l'adaptation du poste ou à l'évolution ou au maintien de l'emploi. Donc abondement de 3 000 € qui peut éventuellement doubler si on ne s'en acquitte pas de manière spontanée et si effectivement les choses sont évoquées à l'occasion d'un contrôle. Voilà. Donc, ce que je pouvais vous dire au sujet de cet entretien professionnel, concernant tout à la fois les principes qui sont applicables dans ce domaine-là et les sanctions que les entreprises, vous l'avez compris, uniquement de plus de 50 salariés peuvent subir dès lors que les entretiens professionnels et l'entretien d'étape tous les 6 ans n'ont pas été correctement suivis, notamment. Je profite de cette petite pause pour justement voir si vous avez des questions. Au lieu d'attendre qu'on soit tout à la fin, peut-être avez-vous déjà des questions sur l'entretien biennal. Vous pouvez utiliser le chat si vous le voulez. Je vais profiter moi justement de cette petite coupure pour vous poser une question qui venait à l'idée, puisque vous parliez tout à l'heure de télétravail et de la capacité de faire l'entretien à distance et de la nécessité d'avoir un écrit à ce sujet-là. Mais justement, si on fait en télétravail, est-ce qu'on peut imaginer l'enregistrement vidéo de cet entretien ferait office de preuve comparé à l'écrit qui est exigé en temps normal? Alors, à mon avis, pourquoi pas, mais je me verrais malgré tout assez enclin à formaliser par écrit l'entretien professionnel qui aurait été suivi dans ces conditions-là, par télétravail. C'est toujours intéressant, effectivement, d'avoir une vidéo, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Pour formaliser, avoir des éléments de preuve, je le formaliserai, je le traduirai par écrit malgré tout. Ça me semble être des questions utiles. Bon, très bien, merci. Et puis, écoutez, puisque toujours pas de questions, on peut continuer, si vous voulez, avec l'entretien d'évaluation. Ok, alors j'espère que vous m'entendez correctement, parce que visiblement, il y a des petites remarques comme quoi le son n'est pas toujours très très net. Je vais essayer de parler encore plus distinctement, si du moins ça m'est possible. Bon, je vais faire un effort dans ce sens-là. Oui, donc deuxième partie de mon intervention au sujet de ces entretiens. Donc, on va évoquer le sujet de l'entretien d'évaluation. Alors là, cette fois-ci, en fait, les références de texte, ce sont les articles L1222-2 et suivants du Code du travail. Alors, j'ai trouvé intéressant de traiter de ce sujet en évoquant d'abord la mise en place d'un système d'évaluation, de quelle façon on met en place un système d'évaluation. Ensuite, qu'est-ce qui est l'objet de l'évaluation, pour ensuite terminer sur les résultats de l'évaluation. Voilà, donc ça permet de traiter de manière assez exhaustive des différentes problématiques qui sont liées à ce sujet. Donc, si j'évoque dans un premier temps la mise en place de ce système d'évaluation, on peut rappeler de manière assez traditionnelle en fait que l'employeur tient de son pouvoir de direction, en réalité, le droit d'évaluer le travail de ses salariés. Concomitamment, le refus réitéré du salarié de se soumettre à une évaluation de son travail peut constituer une faute grave, justifiant de son licenciement. D'accord, ça c'est un point important. L'employeur est légitime à évaluer les salariés
le salarié, lui, n'est pas légitime à refuser une telle évaluation, dès lors qu'elle est entourée d'un certain nombre de garanties dont je vais traiter. Si l'employeur décide de mettre en place un système d'évaluation, il doit concerner l'ensemble des salariés et pas seulement quelques-uns. Ça paraît assez logique de le préciser, mais pour la Cour de cassation, le fait d'écarter un salarié du processus d'évaluation peut laisser présumer l'existence d'une disparité de traitement. D'accord? Donc, on évalue, mais si on évalue tout le monde. D'accord? Pas un plutôt que l'autre. On a parfois, c'est pas très fréquent, en tout cas moi j'y ai pas été confronté de manière très fréquente, des dispositions conventionnelles qui peuvent prévoir une évaluation des salariés, notamment par le biais d'entretiens individuels, afin de déterminer l'évolution de leur carrière. Alors pour la Cour de cassation, c'est très jurisprudentiel ce domaine-là, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de tribunaux qui sont amenés à se positionner par rapport à la manière dont on met en œuvre les entretiens d'évaluation. Le salarié qui n'a pas bénéficié de ces entretiens d'évaluation, je me répète, définis par la convention collective, peut obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui résulte de sa perte de chance de voir évoluer sa carrière, compte tenu justement qu'il n'a pas suivi, n'a pas pu être évalué dans ce contexte-là. De la même manière, pour la Cour de cassation, un employeur ne peut pas refuser le passage du salarié à un niveau hiérarchique supérieur s'il n'a pas tenu l'entretien d'évaluation préalable imposé par la Convention. D'accord? Donc, on a des décisions de la Cour de cassation. Vous verrez, elles sont nombreuses dans ce domaine-là, tout à la fois par rapport à l'objet de l'évaluation et par rapport au mécanisme de mise en place des entretiens ou de l'évaluation au sens large. Un point important qui traite ou qui concerne le comité social et économique. Le CSE doit être informé et consulté sur le dispositif d'évaluation des salariés envisagé par l'employeur préalablement à sa mise en œuvre. Ça paraît logique, mais encore une fois, pas inutile à rappeler. Préalablement à sa mise en œuvre. Également, si le dispositif d'évaluation est susceptible d'avoir des incidences sur la santé des salariés, l'employeur doit également informer et consulter le CSE sur ce point. Vous verrez que ça peut être le cas dans certains mécanismes d'évaluation qui sont utilisés. Quand on parlera par exemple de benchmark ou de ranking, je vous en dirai un mot, c'est des anglicismes, mais ça renvoie à des notions assez précises. Donc effectivement, le CSE doit être informé sur ce point, et le CSE est susceptible de demander une expertise si la mise en place du système d'évaluation constitue un projet important qui modifie les conditions de travail ou de santé. C'est un des cas où le CSE peut demander une expertise. Alors de la même manière que le CSE doit être informé et consulté préalablement à la mise en œuvre de systèmes d'évaluation, le salarié, lui, doit être informé également préalablement à sa mise en œuvre des méthodes et des techniques d'évaluation utilisées à son égard. Donc ça, c'est le Code du travail qui le précise, ce n'est pas la jurisprudence. La jurisprudence, la Cour de cassation le fait respecter de manière très stricte. Et le salarié doit être aussi informé de l'identité du responsable, de la finalité poursuivie, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences d'un défaut de réponse, des destinataires des informations recueillies. Alors, je ne suis pas convaincu que tout ça soit strictement respecté par la plupart des employeurs, mais néanmoins c'est prévu effectivement par le Code du travail, et je vous recommande fortement d'aller vérifier ou de prendre connaissance des fiches pratiques qui sont établies par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Elle établit beaucoup de fiches sur beaucoup de domaines différents, la CNIL, mais elle a fait une fiche pratique sur les entretiens. C'est une fiche pratique du 11 mai 2011 qui rappelle un certain nombre de principes, et ce sur quoi la CNIL souhaite attirer l'attention des employeurs en matière de mise en œuvre et de mise en place de systèmes d'évaluation. Il faut rappeler aussi, ça c'est le Code du travail qui le dit, qu'aucune information qui concerne personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. À défaut, le salarié peut demander des dommages et intérêts s'il a subi un préjudice. Alors, s'il a subi un préjudice, c'est important de se rappeler que de manière générale, il y a de moins en moins de préjudices automatiques en droit du travail. Quand on fait état d'une disposition qui n'aurait pas été respectée, le salarié doit être en mesure d'établir de quelle manière il subit un préjudice pour tenter d'obtenir indemnisation de ce préjudice. Petite précision concrète par rapport à la manière dont les entretiens professionnels où l'évaluation peut être opérée, un représentant du personnel n'a pas vocation à assister un salarié lors de son évaluation. Dans ce sens,
hein, le refus par l'employeur de recevoir un représentant du personnel lors d'un entretien individuel, même si le salarié présente une réclamation, ne constitue pas un délit d'entrave à l'exercice de ses fonctions. D'accord? Donc, on est libre de s'organiser par rapport au suivi, à la mise en œuvre des entretiens professionnels sans que les représentants du personnel, à ce stade, hein, au cours de l'entretien, n'aient à interférer. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la mise en place de systèmes d'évaluation, tout à la fois en matière d'information collective, CSE et individuelle salariée, en vous invitant fortement à vous référer éventuellement, enfin, à vous référer à la fiche pratique établie par la CNIL qui rappelle un certain nombre de dispositions applicables en la matière et qui sont notamment édictées par le Code du travail. Le deuxième sujet que je souhaitais évoquer avec vous dans le cadre de cette rubrique qui traite de l'entretien d'évaluation, c'est l'objet en fait de l'évaluation. Qu'est-ce qu'on veut évaluer? Qu'est-ce qu'on veut évaluer? D'abord, de manière assez évidente, c'est le sujet de l'appréciation des compétences professionnelles cette fois, qui fait l'objet de l'entretien d'évaluation. Les informations, le Code du travail le rappelle, demander à un salarié sous quelque forme que ce soit ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles. Et ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ces aptitudes. Ça, c'est l'article L1222-2 du Code du travail. Dès lors, la CNIL le rappelle et la jurisprudence le fait respecter, les données collectées lors de l'entretien d'évaluation peuvent porter sur la formation, la gestion de la carrière, évidemment l'évaluation professionnelle, ou encore la validation des acquis de l'expérience. Et ça recoupe un petit peu certains thèmes, hein, si vous vous rappelez, qui sont évoqués nécessairement dans le cadre de l'entretien professionnel. Donc en réalité, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on peut évoquer un certain nombre de thématiques au cours de l'entretien d'évaluation qui font l'objet de l'entretien professionnel. Par contre, on ne peut pas évoquer au cours de l'entretien professionnel la thématique de l'évaluation des salariés qui fait, elle, l'objet pur et dur de l'entretien professionnel, de l'entretien d'évaluation. D'accord? Donc on a des synergies, mais qui vont que dans un sens, dans ce domaine-là. La conséquence attachée à la prise en compte de ces différents principes, hein, c'est qu'aucun élément en rapport avec la vie privée du salarié ne peut être collecté à l'occasion de ces entretiens d'évaluation. La CNIL rappelle qu'en cas d'utilisation de zones commentaires sur les comptes rendus qui sont établis, j'y reviendrai, à l'issue de ces entretiens, en cas d'utilisation de zones commentaires, les appréciations qui y figurent doivent être pertinentes, adéquates, non excessives et purement objectives. Aucun commentaire subjectif, outrancier, voire insultant ne peut y figurer. Ça paraît évident de dire ça, hein, mais moi j'ai déjà eu l'occasion de voir des comptes rendus d'entretien d'évaluation avec des formules qui auraient pu ne pas s'y trouver. Hein. Et le problème, vous verrez, c'est que ces entretiens d'évaluation, on peut être amené à les utiliser, le salarié peut les demander, et ils peuvent être examinés dans le cadre, par exemple, d'un contentieux prud'homal. Donc, on peut assez rapidement être très, très mal à l'aise par rapport à des formules qu'on aurait mis dans des zones commentaires, dès lors qu'elles ne respectent pas ces notions d'objectivité, parce que ça peut très vite se retourner contre soi. D'accord? Donc, il faut y être attentif. Les méthodes d'évaluation. Elles doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. La finalité poursuivie par rapport à ces entretiens, je vous le rappelle, c'est l'appréciation des compétences professionnelles du salarié. Donc les critères doivent être objectifs et transparents et présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi occupé. Alors on a toute une série, alors là on a des catalogues entiers de jurisprudence, de tribunaux qui traitent de ce sujet-là. Et par exemple, vous voyez, ont été déclarés illicites, je dis bien, en raison de leur caractère flou, les critères d'un système d'évaluation fondé alors sur des valeurs, entre guillemets, telles que le focus client, la création de valeur, l'intégrité, la responsabilité, l'innovation et le travail en équipe. Et ça, on a considéré du côté des tribunaux que ces systèmes d'évaluation qui s'appuient sur ces critères-là entraînent un risque de subjectivité dans la notation, puisqu'ils reposent sur le comportement des salariés et non sur leur travail. D'accord? Alors, j'ai des petits commentaires sous l'arrêt en question selon lesquels cette décision, vous voyez, est à nuancer en raison de la nécessité pour certaines fonctions de recourir à des critères comportementaux
pour évaluer les aptitudes d'un salarié, notamment lorsqu'il s'agit d'un cadre. Dans ce cas, les critères doivent être suffisamment précis pour permettre au salarié d'intégrer son comportement dans une activité concrète et à l'évaluateur de l'apprécier avec objectivité. Donc c'est toujours un petit peu voilà, on est un peu, parfois on est sur la ligne par rapport à des critères qu'on souhaite utiliser. Enfin, quand on parle d'objectivité ou d'objectiver des critères, je vous invite à y réfléchir quand on parle alors là, je reprends les critères qui ont été jugés comme étant illégitimes. Intégrité. Il faut arriver à définir l'intégrité. La responsabilité. Comment je fais pour définir de manière objective quelqu'un qui doit être responsable? C'est pas facile. Ça, c'est la même problématique à laquelle parfois on est confronté quand on nous sollicite, nous, par exemple, pour définir des critères pour verser des primes. Vous voyez, quand on est ça. Alors, quand on souhaite, je le précise tout de suite, quand on souhaite formaliser les critères, parfois, très souvent, on ne souhaite pas forcément formaliser les critères pour attribuer les primes, ça renvoie à d'autres problématiques qui peuvent être les problématiques de non-discrimination ou traitement travail égal, salaire égal, mais parfois, on se pose un certain nombre de questions pour définir des critères qui permettent de verser des primes, et on me dit, oui, je vais verser des primes à quelqu'un qui fait bien son travail, ou je vais verser des primes à quelqu'un d'honnête, ou de motivé. Oui, d'accord, très bien, ok, parfait. C'est quoi quelqu'un qui est motivé par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas? Comment on fait la bascule? Quelqu'un qui est responsable, honnête, bon, honnête, encore honnête, on devine, mais quand vous essayez de qualifier juridiquement ces termes, c'est beaucoup plus compliqué, c'est un exercice extrêmement délicat. Donc là, c'est la même chose avec les méthodes d'évaluation. Vous voyez, par exemple, la Cour de cassation l'a considéré, c'est guère surprenant pour le coup, qui est imprécis le critère d'agir avec courage. Il y a quand même parfois, on a trouvé utile de mettre dans un critère d'évaluation agir avec courage. Alors, je ne sais pas trop dans quel secteur d'activité. Il y a peut-être des secteurs d'activité, effectivement, où on peut agir avec courage. Bon, je ne sais pas, dans le transport de fonds, par exemple, on peut peut-être agir avec courage. Dans certaines, les pompiers, des choses comme ça, effectivement, ça peut être le cas. Mais néanmoins, pareil, où est-ce qu'on va mettre la bascule? Quand est-ce que quelqu'un est courageux, quand est-ce que quelqu'un n'est pas? Vous voyez, c'est une problématique d'objectiver les critères. Donc là, en l'occurrence, pour la Cour d'appel de Toulouse, agir avec courage, ça ne vaut pas. D'accord? Par contre, on a jugé licite un système d'évaluation basé sur les compétences suivantes, parce qu'elles étaient détaillées, vérifiables, et qu'elles se situaient dans la sphère de l'activité professionnelle. Donc, les critères qui ont été reconnus comme étant valables, c'est ouverture vers l'extérieur, clairvoyance, là encore, moi je veux bien, mais clairvoyance, bon, imagination, bon, ça a été jugé comme étant suffisamment détaillé, mais bon, capacité à fédérer et expertise. En outre, le salarié était averti à l'avance du contenu des documents servant à l'évaluation, qui faisait état de ces différents critères. C'est la Cour d'appel de Versailles qui décide ça. Mais vous voyez qu'on est souvent, on est parfois un peu borderline. Il y a certains critères qui vont être considérés comme objectifs, suffisamment précis et détaillés par certains tribunaux, certaines juridictions, et d'autres non. Bon. En tout cas, par rapport toujours à l'objet de l'évaluation, l'entretien annuel, par définition, qui est le vecteur, on va dire, assez naturel de cette évaluation, puisqu'on est dans une thématique entretien. Cet entretien annuel permet d'évaluer le travail du salarié sous forme de rencontre avec l'employeur, ou avec son supérieur hiérarchique. Il permet d'évoquer le bilan du travail accompli, la réalisation des objectifs et la maîtrise par le salarié de son emploi du temps. Voilà, tout ça étant à l'occasion de l'entretien, c'est le but, examiné de manière contradictoire. On peut utiliser d'autres méthodes pour évaluer le travail des salariés. On peut établir des grilles d'appréciation. Les grilles en question, elles prennent en compte les critères sur lesquels il est possible de mesurer l'adéquation des aptitudes professionnelles d'un salarié aux exigences de son poste. Et l'appréciation découle des définitions de fonctions où sont identifiées les missions principales de l'emploi. D'accord? Donc, on peut élaborer des grilles d'appréciation pour pouvoir évaluer les compétences ou le travail du salarié. On peut faire ce qu'on appelle aussi des évaluations à 360 degrés. Ça consiste à demander leur avis anonymement à tous les collaborateurs d'un salarié, qu'ils soient supérieurs ou inférieurs hiérarchiquement. D'accord? C'est principalement utilisé pour le cadre très supérieur, globalement, cette évaluation à 360 degrés. Et ensuite, ça nous vient de nos amis anglo-saxons. On a plusieurs méthodes d'évaluation dont je peux dire un mot pour chacune d'entre elles. Vous avez ce qu'on appelle l'Assessment Center.
où là, on évalue le comportement réel du salarié dans le cadre d'une mise en situation professionnelle réelle. C'est ça, l'assessment center. L'employeur peut ainsi s'assurer de l'adéquation du profil du salarié à son poste. D'accord? On a une autre méthode d'évaluation, peut-être dont vous avez un petit peu plus entendu parler, c'est le ranking. Ça a pour objet de classer les salariés en différentes catégories en fonction de leur performance professionnelle et de fixer l'augmentation des salaires selon ce classement. C'est ça le but du ranking. Ce système est licite, hein, nous dit la Cour d'appel de Grenoble, par exemple, dès lors qu'il repose sur des éléments objectifs et non discriminatoires. On y revient à chaque fois, hein, ces éléments objectifs et non discriminatoires, avec toute la difficulté parfois justement de faire que des critères soient objectifs et qui n'a pas un caractère disciplinaire. Ouais, il ne faut pas que ça ait une notion de sanction, parce que les sanctions pécuniaires sont prohibées en matière de droit du travail. À l'inverse, n'est pas licite pour la Cour d'appel de Toulouse, qui a beaucoup traité de ce genre de sujet, visiblement, le système de ranking forcé, qui classe les salariés selon des quotas établis à l'avance et qui prédétermine le nombre de salariés à classer dans chaque niveau de performance. Un tel système pouvant, pour la Cour d'appel de Toulouse, contraindre un notateur à classer un certain nombre de salariés dans le groupe des moins performants, y compris dans l'hypothèse où tous auraient rempli leurs objectifs et donné satisfaction. D'accord? Donc, c'est admis, cette méthode du ranking, mais là encore, c'est à utiliser avec un certain nombre de précautions. Et on a enfin, on peut en dire un mot, le benchmark. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est en réalité une mise en concurrence permanente des salariés qui consiste à évaluer et comparer publiquement leurs résultats individuels. D'accord? Très particulier. Alors là, pour le coup, les tribunaux sont assez unanimes à considérer que ce système d'évaluation peut générer des risques psychosociaux et avoir une incidence sur la santé des salariés. Alors, pourquoi? Parce que ça induit une concurrence ininterrompue, en fait, qui crée un stress permanent, compte tenu également de l'absence d'objectifs officiellement définis, autre que celui de faire mieux que les autres, en réalité. C'est ça, le but du benchmark. Donc, et ça peut entraîner aussi une dégradation des relations sociales due, cette fois, à la méthode de calcul de la part variable de la rémunération, laquelle dépend des résultats de l'entité, les performances moins satisfaisantes d'un salarié qui pouvant impacter directement la rémunération des autres, de ses collègues. Vous imaginez bien, à quel travers on peut aboutir quand il y a plusieurs salariés qui voient leur rémunération variable baisser parce que l'un de leurs collègues n'a pas forcément fait ce qu'on attendait de lui. Donc évidemment, on se doute bien des tensions que ça peut créer au niveau d'une entreprise. Donc, pour autant, les tribunaux admettent que le benchmark n'est pas en soi créateur de souffrance au travail, c'est peut valablement être mis en place dans une société si les résultats obtenus néanmoins, c'est les cadres qui sont posés, si les résultats obtenus par chaque salarié ainsi que son rang ne sont pas publics, mais seulement consultables par lui-même et son manager, que la part variable de la rémunération n'est pas calculée en fonction du rang obtenu, mais des résultats médians, et que les managers et commerciaux reçoivent des formations de nature à limiter les risques psychosociaux. Tout ça peut être assez rapidement des vœux pieux, mais néanmoins. D'accord? Ça, c'est les limites que les tribunaux souhaitent que l'on fixe, que l'on mette à ce type d'évaluation. Alors, il faut dire un mot dans ce domaine de l'évaluation des représentants du personnel. C'est une problématique qui peut se poser de manière assez régulière. Alors, et je vais enfoncer des portes ouvertes, mais vous verrez que les tribunaux ont à se positionner sur ce sujet et sur ce terrain. C'est donc qu'il faut parfois les enfoncer, ces portes réputées ouvertes. Donc, premier principe qu'il faut rappeler, c'est que l'activité syndicale ne peut pas être prise en compte, en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié. D'accord? Alors, sauf accord collectif qui vise à la neutraliser ou à la valoriser. Soit on neutralise, soit on valorise. Mais en tout cas, on ne peut pas en tenir compte pour évaluer professionnellement un salarié. D'accord? Si on ne fait pas ça correctement, c'est discriminatoire. D'accord? De la même manière, là, il faut un peu donner le bâton pour se faire battre, la mention dans la fiche d'évaluation de la disponibilité réduite du salarié du fait de ses fonctions syndicales ou d'un lien entre la non-atteinte des objectifs et l'exercice des activités syndicales laisse présumer l'existence d'une discrimination. Ça s'est remonté jusqu'en cours de casse. D'accord?
Donc, il faut éviter un certain nombre de références ou, je dirais même, pour aller plus loin, il faut éviter la moindre référence au statut de salarié protégé, hein, notamment de salarié, de délégué syndical, hein, par rapport à ces notions d'évaluation. De la même manière, l'employeur qui se dispense d'évaluer les représentants du personnel commet une discrimination syndicale. Donc, il faut faire attention quand on les évalue, mais il ne faut pas ne pas les évaluer, d'accord? Donc, ça aussi, c'est un peu sur la corde, mais l'idée est là. Et après, on peut peut-être rappeler qu'un accord collectif, en principe, hein, doit déterminer les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre des mandats représentatifs dans l'évolution professionnelle. Ça, c'est un autre débat et ça doit logiquement être pris en compte au niveau de la négociation collective. D'accord? J'en ai terminé avec l'objet de l'évaluation. Je dis un mot des résultats de l'évaluation, c'est important. D'abord, les résultats de l'évaluation, ça c'est un grand principe qui est posé par le Code du travail, toujours à l'article 1222-3, c'est que ces résultats doivent rester confidentiels. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Qu'est-ce qu'on entend par confidentiel? Ça s'entend de l'interdiction de transmettre l'évaluation à des tiers, mais ça ne concerne bien entendu pas la communication de l'évaluation aux décideurs, dans l'entreprise, aux DRH, aux RH, et ça ne concerne pas non plus le juge qui pourrait être saisi d'un contentieux. Et c'est très fréquent qu'on voit arriver dans des contentieux de toute nature, hein, économique pour motif personnel, des évaluations. Je vais en dire un mot. Le salarié dispose d'un droit d'accès au rapport d'évaluation effectué sur lui, évidemment. D'accord? Donc, il peut en demander la copie intégrale, demander la copie des données d'évaluation et la signification des codes et des valeurs éventuellement utilisées dans le cadre de cette évaluation. Ce n'est pas le tout d'obtenir le rapport, si c'est codé, il faut avoir les informations qui permettent de comprendre ce qu'on a voulu, ce qu'on a évalué, enfin de quelle façon il a été évalué. D'accord? Il peut aussi demander communication des valeurs de classement annuel, ça c'est le ranking dont j'ai parlé tout à l'heure, si elles ont servi du moins à prendre une décision à son égard en matière d'augmentation, de promotion ou de changement d'affectation. La non-communication de sa fiche de notation à un salarié qui en fait la demande constitue un des éléments pour la Cour de cassation qui permet de caractériser un comportement discriminatoire à son encontre. D'accord. Alors, on a évidemment le sujet de l'impact sur l'emploi du salarié des résultats de l'évaluation. D'accord. L'employeur peut s'appuyer valablement, légitimement sur l'entretien d'évaluation pour démontrer par exemple que la différence de traitement entre le salarié concerné et ses collègues repose sur des critères objectifs. L'entretien d'évaluation peut aussi justifier une moindre progression salariale du salarié. Ça peut permettre ça. Par contre, l'employeur ne peut pas se fonder sur l'entretien pour justifier une différence de traitement en matière de rémunération s'il s'avère que celui-ci contient des appréciations positives sur la qualité du travail fourni par le salarié sans qu'aucune autre évaluation soit intervenue et que les critiques de l'employeur relatives aux difficultés de travailler en équipe et à la susceptibilité excessive du salarié à l'égard de sa hiérarchie n'ont été formulées, nous dit la Cour de cassation, qu'a posteriori et peu de temps avant la saisine par le salarié du Conseil de prud'homme. Évidemment, faut être cohérent. Si on a un résultat d'évaluation qui est tout à fait pertinent 2 mois avant que vous licenciez le salarié pour insuffisance professionnelle, il va falloir être en mesure d'expliquer ce qui s'est passé en 2 mois pour aller dans un sens radicalement à l'opposé de celui qui avait fait l'objet de l'évaluation. Donc ça paraît évident, mais pourtant, encore une fois, quand on voit les dossiers, parfois on a des difficultés à argumenter autour de la pertinence d'un licenciement pour motif personnel qui a été notifié après que des évaluations formalisées laissaient entendre que le salarié était plutôt meilleur que pas bon, quoi. Donc voilà. Alors après, conséquence de tout ça, évidemment, les résultats de l'évaluation peuvent constituer une justification objective d'un licenciement, dès lors qu'il n'est pas discriminatoire. Et pour aller dans le prolongement de mon propos de l'instant, la Cour de cassation a pu expliquer que pour elle, n'est pas justifié le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un salarié qui a passé un entretien d'évaluation 2 mois auparavant seulement, lequel avait conclu à un vrai travail et des compétences certaines entachées par certaines libertés, mais rien d'irrémédiable. Pour le coup, l'irrémédiable est devenu au bout de 2 mois, là. Mais enfin, il va falloir expliquer pourquoi de quelque chose de tout à fait supportable, on est passé à quelque chose qui était devenu insupportable. Vous voyez, donc, il faut faire attention à différents titres par rapport aux zones de commentaires dont je parlais un petit peu plus tôt dans mon exposé.
et aux conclusions qu'on tire de l'évaluation dès lors qu'on se situe dans une logique de rupture du contrat qui intervient peu de temps après que l'évaluation est opérée. Alors évidemment, si l'entretien d'évaluation a permis de mettre en avant le fait qu'il y avait des carences manifestes du salarié par rapport aux tâches qui lui sont confiées, voilà, la Cour de cassation admet qu'on puisse l'utiliser, mais par contre, l'inverse va être un problème, parce que le juge va considérer qu'effectivement, on n'est pas cohérent avec nous-mêmes par rapport à cet aspect-là. Dernier petit point, je le précise parce qu'on est souvent interrogé à ce sujet-là, le refus par un salarié de signer le compte-rendu de son entretien annuel d'évaluation et la manifestation de son désaccord avec les observations qui lui ont été faites ne sont pas fautifs et ne justifient ni une mise à pied ni un licenciement. D'accord? Donc, il n'est pas tenu de signer le compte-rendu de son entretien. D'accord? C'est important. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur cet entretien d'évaluation. Là encore, de manière assez synthétique, j'espère avoir été le plus clair possible dans mon propos. Alors, en guise de conclusion, j'avais mis sur le petit support que vous avez sans doute que les entretiens, alors tout à la fois professionnels et d'évaluation, sont des outils pour permettre à l'employeur de respecter son obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de son poste de travail. Alors, le Code du travail, et ce sera ma conclusion, dans son article L6321-1 notamment, rappelle que l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. D'accord? Essentiellement au moyen de la formation. Donc, ça, c'est une obligation qui s'impose en cas de projet de licenciement économique. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais quand on fait un licenciement pour motif économique et qu'on supprime des postes, il faut qu'on soit à même d'expliquer que les salariés ont été formés et ont pu évoluer avec l'évolution de leur poste de travail. Sinon, on peut avoir de grosses difficultés pour justifier et motiver un licenciement économique. Mais l'employeur doit également veiller au maintien de l'employabilité, c'est le terme consacré, des salariés au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies, des organisations. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et la Cour de cassation, elle sanctionne ça de manière extrêmement dure. Elle dit par exemple que caractérise un manquement de l'employeur à son obligation l'absence de formation du salarié pendant une longue période, même si l'intéressé n'en a pas réclamé. D'accord? C'est à l'employeur de prendre des initiatives à ce titre-là, pas au salarié. Ou s'il a fait bénéficier le salarié d'un faible nombre de formations sur une longue période susceptible de compromettre son évolution professionnelle. Par contre, l'employeur ne peut pas se voir reprocher l'absence d'évolution de carrière d'un salarié qui a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres, mais a émis la volonté de demeurer dans son emploi. Et également, l'employeur qui manque à son obligation d'adaptation peut être condamné à réparer le préjudice subi par le salarié, distinct de celui qui résulte éventuellement de la rupture de son contrat. Or, l'évaluation dont j'ai parlé, et là on peut y intégrer à la fois les entretiens professionnels et les entretiens d'évaluation, parce que les entretiens professionnels, ils ont pour objectif de déterminer de quelle façon le salarié peut évoluer à l'intérieur de son emploi, et les entretiens professionnels d'évaluation, pour leur part, ont pour objectif d'évaluer le salarié avec, si on veut être un peu positif, l'objectif de lui permettre de s'améliorer, si on note un certain nombre de défaillances. L'évaluation, de manière générale, permet à l'employé de respecter son obligation, justement, générale, d'adaptation des salariés à leur poste de travail. Et je me répète, mais je ne développerai pas, le respect de cette obligation conditionne ses décisions en matière de formation professionnelle, de licenciement économique et de licenciement pour motif personnel. Je vous en ai dit un mot et je vous ai donné des pistes de réflexion à ce sujet-là. Voilà, donc outils pour permettre à l'employeur de respecter cette obligation qui est strictement, sévèrement sanctionnée par la Cour de cassation, d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi. Voilà, j'en ai terminé avec les quelques explications que je voulais vous donner dans le cadre de ce webinaire. J'espère que mon propos aura été le plus clair possible et que vous m'aurez à peu près correctement sur un autre plan. Voilà. Très bien. J'espère qu'on m'entend bien. On a eu des questions. Je vais essayer de les lire. Oui. Oui. Bonjour. Donc j'ai une question. Je cite, j'ai une question relative au bilan à 6 ans dans le cadre de l'entretien professionnel. Dans le cas où un salarié a été malade pendant une période assez longue ou absent à chaque formation organisée, le salarié n'a donc suivi aucune formation sur une période de 6 ans. Comment le mentionner dans le bilan et l'employeur est-il tout de même contraint de verser l'abondement dans ces conditions?
à mon avis, non, je pense que l'idée, c'est que si effectivement on n'est pas en situation de faire suivre les entretiens biennaux ou d'étapes tous les 6 ans, notamment parce qu'on a un salarié qui est absent durablement, je vois mal qu'on puisse nous en faire le reproche. Je vois mal qu'on puisse nous en faire le reproche, tant qu'on a des dispositions qui prévoient qu'en cas de maladie, justement, l'entretien doit être fait au retour du salarié. Donc non, je pense que si effectivement, comme ça peut être le cas, en effet, parce qu'on peut avoir des maladies, généralement c'est 3 ans quand même les grandes maladies, au maximum. Si on n'a pas pu faire au moins un entretien par rapport à ça, je pense qu'on a une initiative à faire des explications et défendre il n'y a pas de difficulté particulière de ce point de vue-là. C'est un petit peu le sens de la réponse. On sera toujours en mesure, en produisant les arrêts de travail, d'expliquer pourquoi on n'a pas pu faire la formation biennale. Donc il faut garder à son dossier. Il faut vraiment garder à son dossier tous les éléments concernant le salarié qui permettront de valider le fait que l'entretien n'a pas pu se dérouler. Donc il faut être en mesure, il faut anticiper d'éventuels reproches qui pourraient être faits à ce niveau-là. Donc conserver tous ces éléments à son dossier précieusement. Après, je réfléchis à voix haute, il n'est pas interdit d'imaginer que on propose aux salariés, pourquoi pas, on propose aux salariés, alors s'il a des heures de sortie autorisées ou si il a des heures de sortie libre, enfin en prenant un certain nombre de précautions, malgré tout de le recevoir. Mais je ne suis pas un grand adepte des entrevues ou des entretiens qui peuvent être menés en cours d'arrêt maladie par des salariés qui en principe ne doivent plus exécuter la moindre activité pour le compte de leur employeur. Or ça, on est quand même dans un schéma où l'entretien professionnel ou l'entretien d'évaluation, enfin l'entretien professionnel, puisque c'est la question, ressort clairement de l'activité professionnelle. Donc non, je ne serais pas enclin à aller ou à déclencher un entretien pendant un arrêt de travail pour maladie. Plutôt conserver tous les éléments au dossier qui me permettront d'expliquer pourquoi l'entretien biennal n'a pas pu se dérouler. J'aurais plutôt tendance à répondre comme ça de spontanément. Une petite question supplémentaire. Est-ce qu'on a un délai obligatoire d'information du salarié de la réalisation de ces fameux entretiens, qu'ils soient professionnels ou d'évaluation? Est-ce qu'on peut lui dire, écoute, tu es en entreprise ce matin et dans 3 heures, tu passes un entretien? Il n'y a pas de. Alors pour l'entretien professionnel, le salarié il doit être informé dès son embauche. Ensuite, c'est tous les 2 ans. Donc il n'y a pas de. On va dire qu'après il faut faire les choses de manière raisonnée et raisonnable. Voilà, on va caler des entretiens en informant le salarié. Alors pour reprendre l'exemple, pas la veille pour le lendemain, à mon sens. Mais bon, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai qui sont prévus impérativement par les textes. Les choses se font de manière assez simple. Ça se passe au temps et au lieu du travail, donc le salarié est en principe susceptible de répondre aux sollicitations de son employeur assez rapidement, pour autant qu'il le puisse, qu'il n'ait pas une activité en train. Voilà. Donc les choses peuvent se faire assez simplement, mais sans qu'on ait de canevas chronologiques à ce niveau-là qui sont précisément édictés par les textes. Donc là, n'hésitez pas, lancez-vous. Eh bien, je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Bon, écoutez, ce que je vous propose en conclusion, d'abord 2 QR codes que vous pouvez flasher. Le 7 juillet à Mérignac aura lieu l'inauguration des nouveaux bâtiments de notre groupe. Je vous encourage à vous inscrire. De nombreux séminaires sont prévus, d'informations, bien entendu. Ah, on a une petite question. On ne va pas s'en priver. J'ai une question. Oui, après un arrêt longue maladie et sans que le salarié ne soit revenu, il est toujours en arrêt, une rupture conventionnelle est en cours. Non, doit-on réaliser un entretien professionnel ou pas? Non, à mon avis, s'il est en arrêt, non.
S'il est en arrêt, non. Parce qu'effectivement, on peut mettre en place une rupture conventionnelle en plein arrêt de travail pour maladie, enfin en cours de suspension du contrat, d'ailleurs qu'on soit mandaté, maladie pro ou pas, ou maladie simple. Alors, je retiens bien la petite précision, il est toujours en arrêt. Hein. Il est toujours en arrêt. Dans la mesure où il est toujours en arrêt, non, à mon avis, il n'y a pas d'obligation de déclencher un entretien professionnel. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'il soit toujours en période de suspension de contrat pendant toute la durée de la procédure de rupture conventionnelle. Ça, ce serait l'idéal. Pour pas qu'on ait de problématique non plus de visite de reprise. Ça peut toujours interférer, ça, si on a une visite de reprise qui se cale à un moment où on a déclenché une procédure de rupture conventionnelle. Donc là, en l'occurrence, non, à mon avis, il n'y a pas de nécessité de déclencher un entretien professionnel. Pas d'autres questions. Voilà, donc le QR code pour notre inauguration le 7 juillet. Venez nombreux, on attend du monde, vous êtes déjà plus d'une centaine d'inscrits. Et nos webinaires à venir, QR code que vous voyez en bas, là aussi je vous encourage à vous inscrire. On constate qu'on a de plus en plus de personnes connectées. Déjà, je vous remercie, c'est quelque chose de très encourageant. Merci aussi à notre intervenant du jour, qui a été, comme toujours, extrêmement complet. Et puis, si entre-temps, vous aviez des questions, des besoins, n'hésitez pas à nous faire signe. Vous avez de quoi vous connecter, de quoi nous parler, nous écrire. Ce sera avec plaisir qu'on continuera à vous répondre. À très bientôt. Merci.